La post-croissance, vue depuis l'Assemblée générale du futur, un podcast de Profil. Chers actionnaires, serons-nous de bons ancêtres? Serons-nous à la hauteur de ce moment unique qui questionne notre humanité? Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, ce podcast, toujours consacré à l'Assemblée générale du futur, que nous avons joué en février dernier, est consacré à la scène mythique. Alors, pour ceux et celles qui étaient présents, je pense que vous en avez gardé un souvenir très fort. C'est cette scène mythique où nous avons voulu faire revivre à la fois Milton Friedman et Adam Smith. Et en fait, ce qui était derrière cette scène, c'était l'idée de confronter la main invisible du marché avec la vision néolibérale. Et ces deux personnages avaient manifestement beaucoup de choses à se dire et à raconter. Alors, je vous les présente sans attendre. Rodolphe Durand, tu es professeur à HEC, je vais te laisser d'ailleurs te présenter, et tu avais accepté, voire revendiqué, de jouer ce rôle de Milton Friedman. Et avec toi, j'accueille Cyril Vu. Donc Cyril Vu est président directeur général de Seabird, président aussi de Seabird Impact. Qui êtes-vous, Cyril et Rodolphe, avant de rentrer dans les personnages de Milton et d'Adam? Donc, tu l'as dit, donc moi je suis professeur à HEC, et puis l'autre chose qu'on peut ajouter, c'est que j'ai créé à HEC un institut qui s'appelle Sustainability and Organization, voilà, depuis 15 ans, donc depuis la crise des subprimes, pour essayer d'introduire les thématiques de l'économie inclusive, du développement durable et la réflexion sur la gouvernance et la raison d'être, qui sont les trois centres qui sont à l'intérieur de cet institut. Merci Rodolphe. Cyril, à toi de compléter ton portrait. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je suis donc Cyril Vu, effectivement. Je dirige une société de conseil dans le secteur financier, Seabird, et je suis également président d'une fondation actionnaire singulière, puisqu'elle est actionnaire de cette même société de conseil. Et donc, voilà, je suis à la tête d'un écosystème de conseil avec une jambe économique et une jambe philanthropique dans une tentative de réconcilier les deux. Premier acte, en piste. Première question, je me tourne d'abord vers Rodolphe. Donc, je disais que tu avais accepté de jouer le rôle de Milton Friedman avec une forme de gourmandise. Qu'est-ce que tu avais envie de dire avant ce passage à l'action, mon cher Rodolphe Milton? Eh bien, tout simplement de reprendre les thématiques de Milton Friedman, qui consiste à séparer le but de l'entreprise qui se doit de délivrer du profit à ses actionnaires, sans nécessairement intégrer tout un ensemble de contraintes que pour lui, il placerait du côté de la politique publique. Or, la stratégie de Mirliton, à des yeux qui seraient ceux de Milton Friedman ou des personnes qui partagent ces thèses, eh bien c'est cette volonté de post-croissance mélanger en fait les thématiques du bien commun et les thématiques de l'intérêt de l'actionnaire. Et donc il était un peu caricaturé, ce pauvre Milton, en disant ben non, il faut vraiment garder d'un côté l'intérêt de l'entreprise et de la société en vertu du droit des sociétés, c'est-à-dire maximiser l'intérêt des actionnaires et ne pas mélanger l'ensemble des thématiques. Donc voilà, donc il essayait de porter la controverse dans l'Assemblée du soir. Tout à fait. Alors, à ce moment-là, je vais me tourner vers Cyril. Donc toi, Cyril, tu t'es glissé sous la perruque d'Adam Smith. Est-ce qu'à ton tour, tu pourrais partager avec nous quel était le contrepoint que tu souhaitais incarner et bien sûr, sa résonance avec la post-croissance? Alors, effectivement, Adam Smith voulait rappeler notamment à Milton Friedman peut-être des nuances qui auraient échappé à Milton, en rappelant d'abord que Adam Smith était d'abord à son époque connu pour être un philosophe et notamment avec son premier ouvrage sur la théorie des sentiments moraux, et qu'il avait à l'époque fait la synthèse de pensée économique de plusieurs auteurs tels que François Quesnay, John Locke, William Petty ou David Hume, et que bien sûr qu'il avait
théoriser de manière synthétique leurs pensées, mais qu'il rappelait que ça reposait sur des hommes et des femmes qui devaient être animés de sentiments moraux supérieurs, avec un sens de l'intérêt général au cœur de leurs préoccupations. Et donc Adam Smith apportait cette nuance qui était de dire oui, bien sûr, il y a à créer de la valeur pour les actionnaires, mais il faut que les actionnaires d'abord et en premier lieu se posent des questions sur la compréhension des besoins des autres, de l'altérité de manière générale, et qu'ils soient empreints et inspirés par l'intérêt général également. Deuxième acte, Terra Incognita. Je me retourne vers toi, Rodolphe, parce que si on va davantage en profondeur, quel regard porterais-tu sur cette phrase devenue mythique de Milton Friedman, la responsabilité de l'entreprise qui n'est que de faire que du profit? Comment est-ce que tu vois cette phrase, ou en tous les cas sa pensée, et comment elle a traversé le temps? Elle a été fortement prise et reprise dans les business schools, dans la pratique, et elle répondait, je pense, à une sorte de fiction de l'entreprise, c'est-à-dire un résumé de ce qu'est le fonctionnement de l'entreprise et de l'économie de marché sous la forme de quelques principes de base qui ont été plutôt fonctionnels pendant plusieurs décennies. Par exemple, quand on dit maximiser la valeur pour les actionnaires, d'une certaine façon, ça fait un raccourci puisque les actionnaires ne sont pas détenteurs de l'entreprise en tant que telle, ils sont détenteurs des actions de l'entreprise. Donc l'entreprise a un objet social qui lui est propre et les membres du conseil d'administration, enfin sans faire un cours là complètement, mais c'est mon défaut de professeur, c'est que normalement le conseil d'administration doit préserver l'intérêt de la société et qui peut ne pas nécessairement être complètement aligné directement avec la maximisation de la valeur pour l'actionnaire. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et je pense que Mirliton, c'est vraiment le cas d'école, c'est vraiment très intéressant de le regarder, c'est de se poser la question de qu'est-ce que la croissance, qu'est-ce que la post-croissance, comment créer cette valeur en fait pour la société avec un petit s, c'est-à-dire l'entreprise, la réunion des socius, c'est-à-dire des actionnaires qui effectivement mettent des moyens et pour lesquels ils espèrent avoir un retour, mais jusqu'à quel niveau, à quel terme et pour quelle finalité. Donc ces hypothèses de base du modèle friedmanien pour aller vite, bien qu'elles soient valides et toujours utilisées, reposent donc sur des raccourcis, une certaine fiction qui aujourd'hui, compte tenu des limites planétaires, du réchauffement climatique et d'autres enjeux qui cherchent à être pris en compte ou ne peuvent pas ne pas être pris en compte, nous questionnent tous. Oui, exactement. C'est un mantra très puissant qui continue d'ailleurs à être omniprésent auprès des investisseurs, parce qu'on a vu que les spectateurs aussi qui jouaient le rôle d'actionnaires, bon, certains se sont levés pour dire, bon, c'est bien joli tout ça, mais quid de la valeur actionnariale? Bon, et c'était à ça que tu répondais. Alors, je me tourne vers toi, Cyril. Toi, tu as eu à cœur d'incarner un Adam Smith qui remet les pendules à l'heure. Et parce que peut-être que ta pensée a été dévoyée ou en tous les cas aménagée. Et quel message souhaitais-tu délivrer à ton pseudo ou crypto-disciple Milton? Et d'ailleurs, pourquoi tu ne lui as pas serré la main invisible? Parce qu'il y avait ce petit jeu aussi autour de la main invisible du marché. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Eh bien, je ne lui ai pas serré la main invisible parce que je pense qu'il n'a pas perçu finalement combien les pensées d'Adam Smith et celles et la sienne allaient finalement converger. C'est-à-dire que Milton Friedman, dans sa posture, restait dans ce monde où finalement on pouvait subordonner les capitaux humains et environnementaux à la production d'un capital financier, à sa préservation ou à son développement. Et cette subordination qui a prévalu en particulier depuis le début de la révolution industrielle, où on ne se posait pas de questions, en tout cas pas tellement sur le capital humain, même si à une certaine époque quand même, certains chefs d'entreprise dans des logiques assez paternalistes prenaient en fait énormément soin de leur force de travail, en leur construisant des maisons, en mettant en place des systèmes sociaux pour permettre qu'ils puissent produire correctement dans leurs usines. Mais sur le plan environnemental, en revanche, c'était open bar, si je puis dire. Et aujourd'hui, ce que Adam Smith a essayé de souligner
en ne serrant pas la main à Milton, c'est que finalement, Milton n'a pas vu, et peut-être qu'il le verrait aujourd'hui, que l'intérêt des actionnaires, en fait, sur le long terme, c'est bien d'intégrer la prise en compte de ces capitaux sociaux et environnementaux pour créer de la valeur sur le long terme. Et qu'aujourd'hui, une société, à la différence de celles qui ont opéré depuis les 2 derniers siècles, ne peut plus s'en affranchir, et que si elle n'intègre pas justement ces dimensions ou ces limites planétaires et ces planchers sociaux, en fait, à long terme, elle sera en faillite. Donc, en définitive, ces 2 pensées se rejoignent, puisque pour maximiser finalement la valeur pour l'actionnaire, il faut aujourd'hui qu'il intègre ces dimensions-là. Et dans le sketch que nous avons joué, manifestement, Milton était resté sur l'ancien monde, en fait. 3e acte, vers l'infini et au-delà. Alors la théorie du donut, vous l'avez évoqué, c'est cette représentation des limites planétaires, donc les 9 limites planétaires, c'est-à-dire tout simplement les processus physico-chimiques, biologiques qui font que la vie est possible sur Terre, et puis les 12 fondations sociales qui, les 12 fondations sociales, elles étaient déjà présentes au début du capitalisme, hein. Alors, question, quel regard porteraient Milton Friedman et Adam Smith sur la théorie du donut et comment se positionnerait-il? Qui veut commencer? Je peux faire Milton, bien sûr. Je pense que ça serait un vocabulaire qui serait très étranger à sa conception. Sur le plancher social, pour lui, je crois que ça serait le respect minimal des règles minimales et des lois qui s'appliquent, des lois sociales qui s'appliquent dans les territoires dans lesquels opèrent les entreprises. Ni plus ni moins. Il n'est pas nécessairement contre le fait de dire que si les lois octroient des droits supplémentaires, les entreprises doivent s'y conformer. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer sur ce plan-là. Et quant aux limites planétaires, pour lui, les mécanismes du marché permettront soit d'établir des correspondances en termes de prix sur ces réalités physiques, que ce soit l'azote, le carbone et d'autres, et que par conséquent, imposer ce plafond ou ces plafonds correspondent à des contraintes qui sont trop fortes pour que les entreprises ne les intègrent d'elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire, soit c'est le gouvernement qui va venir mettre effectivement des obligations sur les entreprises, soit si elles n'y sont pas, le marché le régulera d'autant, puisque les investisseurs prendront en compte la raréfaction de certains types de matériaux. On peut penser au cuivre aujourd'hui, dont on sait que, compte tenu de l'électrification des véhicules et des nouvelles sources d'énergie non renouvelables que l'on va utiliser, on a besoin de plus en plus de câbles pour relier tout simplement aux éoliennes et aux centrales photovoltaïques. On sait que les réserves de cuivre ne suffisent pas à l'horizon 2035. Donc voilà, donc le marché va, en bon français, pricer différemment le cuivre, donc établir un prix qui va tenir en compte de cette raréfaction. Et donc, par conséquent, une industrie va se développer sur le recyclage du cuivre qui est déjà extrait et qui est inclus dans des produits déjà existants, etc. Donc, pour lui, voilà, je crois que c'est ça, ça serait ça sa réponse, sa philosophie. Merci Rodolphe. Alors Cyril, je me tourne vers toi, je remets dans la peau d'Adam Smith. Il y avait aussi cette notion de sobriété, il y avait aussi cette notion un homme ça s'empêche. On ne peut pas paraphraser Camus, mais il y avait un petit peu cette idée qu'il y avait une forme de, à dire, bah oui, c'est les sentiments moraux, quoi. Nous sommes aussi mus par autre chose. Et qu'est-ce que dirait ton personnage face à la théorie du donut? Alors, c'est toujours difficile de faire parler nos aînés, hein. C'est pour ça que je vais revenir au texte, et, quitte à ce que ce soit une redite, mais et je vous propose qu'on en fasse l'exégèse. Nous apitoyer beaucoup sur les autres et peu sur nous-mêmes, rappelez-vous, donc ça veut dire qu'on prend en compte qui sont les autres avant de penser à soi, contenir nos affections égoïstes et donner libre cours à nos affections bienveillantes. Tout ça forme la perfection de la nature humaine, et cela seul peut produire parmi les hommes cette harmonie des sentiments et des passions en quoi consiste toute leur grâce et leur convenance. Donc déjà, je n'utilise que ces mots et je trouve qu'ils ils sont d'une très grande actualité. Et peut-être en rapport avec justement les limites planétaires et les planchers sociaux, je citerai un autre passage d'Adam Smith, comme ça je suis sûr de ne pas travestir sa pensée. Et je dirais, les règles qu'observe la nature sont appropriées pour la nature, celles que suit l'homme sont appropriées pour l'homme, mais ces deux sortes de règles sont calculées pour tendre vers la même grande fin, l'ordre du monde,
ainsi que la perfection et le bonheur de la nature humaine. Et dans le paradigme d'aujourd'hui, l'ordre du monde, la perfection et le bonheur de la nature humaine, il doit naturellement intégrer ces sujets de planchers sociaux et de limites planétaires, et qu'on ne peut plus faire sans, alors qu'à l'époque, peut-être, on pouvait faire abstraction d'une partie. Donc, je trouve que ces deux citations sont d'une très grande actualité et montrent que Adam Smith, à certains égards, était très clairvoyant sur l'intégration qu'il fallait avoir dans la pensée libérale ou la pensée économique des aspects sociaux, philosophiques et moraux pour appréhender et s'adapter à l'environnement dans lequel on est, qui n'est plus le même que celui d'il y a 2 siècles et demi. Alors, bientôt le mot de la fin, mais j'ai envie de vous poser une colle à tous les deux. Je ne résiste pas, je résiste pas. Alors, la colle, c'est la suivante. Pouvez-vous me dire qui a dit « Les 2 personnes qui ont le plus influencé ma pensée économique sont Milton Friedman et Adam Smith ». Alors, on peut avoir des indices ou pas? Est-ce qu'il est contemporain? Oui, je vais vous dire des indices, c'est complètement improbable. Il est culturiste, il a été gouverneur d'un État de Californie. Schwarzenegger. Incroyable. Absolument, c'est complètement improbable. Et voilà, donc, et je ne savais pas que Arnold Schwarzenegger avait une pensée économique. Donc, il a lu Milton Friedman et Adam Smith. Comme quoi, vous voyez à quel point la fiction, parce que c'est aussi un acteur hollywoodien, donc la fiction est extrêmement puissante avec des ambassadeurs qu'on ne soupçonnerait pas. Voilà, alors maintenant je suis beaucoup plus sérieuse et dans la dernière minute qui nous attend. Un petit mot de la fin, Rodolphe, pour commencer, et après Cyril. Non, mais je pense que c'est important de relire justement les classiques, alors que ce soit Adam Smith, Milton Friedman, l'article de 1970 qu'on trouve facilement en ligne, pour se réimprégner de ces différentes époques du capitalisme et essayer d'entrevoir, sans trop caricaturer, parce qu'on est quand même, pour le coup, très moralisateur sur le fonctionnement des entreprises. On voudrait qu'elles fassent beaucoup, ce qui montre la crise institutionnelle par ailleurs dans laquelle nous sommes, mais pour essayer de prendre de la perspective historique. Merci beaucoup. Alors, Cyril, le mot de la fin, toi? Ça résonne beaucoup avec ce que vient de dire Milton Rodolphe. Je crois surtout que la nuance et la confrontation des idées permettent de trouver le juste milieu, in medium stat virtus ou stat virtus, je ne sais plus exactement comment on le dit, mais en gros, c'est par la confrontation des idées, les plus extrêmes parfois, il faut les entendre, les accueillir, les écouter, qu'on arrive à un point d'équilibre, parce que, il faut sortir des pensées manichéennes, et ce dialogue permet justement pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais au moins nous donne une idée de ce qui pourrait être une voie plus juste. Mais il me reste à vous remercier vraiment vivement tous les deux. Ça a été aussi délicieux de vous voir sur scène que de vous accueillir à ce podcast. Je vous dis au revoir et puis j'espère que vous aurez l'occasion de poursuivre vos échanges, Rodolphe, Cyril, Milton, Adam, dans les années qui viennent. La post-croissance, vue depuis l'Assemblée générale du futur, un podcast de Profil.